Bonjour, c'est Mélanie. Bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube. Je vous fais une nouvelle vidéo parce que cette fois, je vais vous parler un peu de la fille, de ma vie d'avant, un peu de la fille qui vivait dans le corps qui n'était pas le sien, un peu l'imposteur que j'étais, l'imposteur en tant que gars que j'étais avant, à l'époque. La fille qui vivait dans le mauvais corps, la fille qui vivait dans le corps d'un gars, le mal que j'ai commis, les mensonges que j'ai pu faire, euh, tout ce que j'ai pu avoir vécu dans ma vie d'homme, dans ma vie de gars, tout ce que j'ai pu commettre. Parce que si ma vidéo peut essayer d'aider d'autres personnes à se découvrir, parce que peut-être d'autres personnes qui vivent de certaines situations comme la mienne, puis qui se cherchent encore eux autres mêmes. Probablement qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose intérieurement. Parce que moi, j'ai vécu quand même depuis l'âge que je suis, comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, depuis que je suis toute petite, on va le mettre de ce côté-là parce que je suis pas centré avec mes vidéos. Depuis que je suis toute petite, que je me suis jamais senti dans le corps d'un garçon. Mais quand j'étais toute jeune, on m'a souvent dit qu'un garçon, ça ne joue pas avec des jouets de filles. Quand j'étais jeune, euh, moi, quand je restais à Daysville, on va le dire comme ça, qui est près de Brownsburg, Chatham, euh, dans le coin de la chute. Ça, c'est pour ceux qui veulent se retrouver. Quand je restais dans ce coin-là, euh, il y a une maison dans une rue qui fait comme. On arrive, puis on s'en va vers Chatham, vers l'arrière, puis il y a comme un coin qui fait comme ça, puis il y a une grosse maison sur un coin. Puis après ça, ça fait comme un Y, puis tu prends le Y, tu t'en vas vers la rue arrière, pardon, puis tu as la rue principale qui est à l'avant, puis qui t'amène vers Brownsburg, la chute, et ainsi de suite, Pine Hill. Puis tu t'en vas, puis tu montes, puis le... Non, vers Pine Hill. En tout cas, j'ai un blanc de mémoire, je ne sais plus trop. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été par là que j'en perds des bouts, je connais plus trop le coin. Mais je me souviens de Daysville, que je restais, la grosse maison. Puis nous, on restait dans le bas de la maison. Puis à l'époque, ma tante est venue rester au-dessus de chez nous. Puis, tu sais, ma tante avait ses deux filles, les jumelles. Puis, tu sais, c'est deux filles. Donc, puis après ça, ben, mes sœurs sont venues rester avec nous. Ils restaient avec nous aussi. Mais, tu sais, je suis le seul petit garçon dans le lot. Mais j'ai toujours senti en dedans qu'est-ce que j'étais. Mais j'allais jouer avec mes cousines, j'allais jouer avec mes sœurs. Quand ils jouaient au Barbie, des choses comme ça. Moi, je voulais jouer avec eux. Je voulais jouer avec les Barbie. Je voulais jouer avec ces choses-là comme ça. Mais ma mère me disait toujours, elle m'enlevait de jouer avec eux. Puis elle me traînait jusque dans ma chambre. Puis elle me disait, non, un petit gars, ça joue avec des jouets de petits gars. Ça joue au camion, ça joue avec ses transformeurs, puis ainsi de suite. Un petit gars, ça ne joue pas avec des affaires de filles. J'ai subi comme une sorte de lavage de cerveau pendant plusieurs années. Ma mère n'était pas méchante avec moi, ça, je peux pas dire qu'elle était. Mais c'était comme un genre de lavage de cerveau parce que ma mère a toujours eu des filles, puis quand elle a eu son petit gars, c'était son petit gars. Fallait que ça soit son garçon, le chouchou, c'était le petit gars, c'était lui qui était tu sais, c'était le centre de l'univers, puis mes sœurs ont comme été, tu sais, c'était dommage pour mes sœurs parce que mes sœurs ont comme été effacées de l'espace-temps pour mes sœurs, malheureusement pour eux autres, ce qui est très dommage parce que quand que le petit gars il est tombé dans l'eau, ben mes sœurs ont comme été effacées de l'espace-temps. Ma sœur n'a pas été correcte avec mes sœurs, malheureusement, parce que elle a toujours eu des filles jusqu'à ce temps qu'elle ait son garçon, puis on n'a pas eu une vie facile, ni l'un ni l'autre, autant que mes sœurs que moi avec mes parents. Je peux pas dire que j'ai été maltraité dans le sens battu. J'en ai mangé des volets. J'ai comme moi, je viens d'une époque qui date des années 70. J'ai 43 ans. Fait que je viens d'une époque qui date des années 80, des années
fin des années 70, j'ai grandi dans les années 80, 90, où quand même que j'en ai mangé des claques, j'en ai mangé des coups de pied dans le derrière par mes parents, des choses comme ça. Puis, tu sais, ça a été quand même une époque assez difficile. Où à un moment donné, quand mes sœurs ont décidé de fuguer de la maison, partir de la maison, parce que ma mère était quand même rough avec eux autres aussi, à un moment donné, quand mes sœurs sont parties de la maison, c'est moi qui est devenu l'esclave, qu'on pourrait dire, à la maison. Moi, ça me dérange pas de le dire. Il y a des personnes qui ça les dérange de dire le dead name, mais moi, ma vie passée me dérange pas parce que je l'ai vécu. Ma vie, oui, dans ma vie passée, ma vie passée fait partie de mon passé. Je suis d'accord avec ça. Il y a certaines choses de ma vie passée qui me causent encore des blessures aujourd'hui, mais je peux pas nier mon passé, je peux pas renier mon passé. C'est là, c'est dans mon passé. Donc, il y a certaines choses de mon passé qui sont encore fait partie de ma personnalité, qui fait partie de moi, puis fait partie de mon être. Donc, ça me dérange pas de dire mon dead name. Donc, moi, je vais le dire ouvertement, sur ma vidéo. Des fois, ma mère, elle me disait, c'était mon dead name, c'est Patrick, qui était Patrick à l'époque. Maintenant, mon changement de nom puis de sexe qui est fait, comme vous pouvez voir ici. Je l'ai, certificat de changement de nom puis de sexe qui est fait ici officiellement. Là, donc, tu sais, autrement, officiellement, c'est vraiment rendu Mélanie, Cyr, tout. Ça fait que, tu sais, mon changement de nom, il est de sexe, il est fait. Là. Fait que, tu sais, c'est officiellement. Mais, tu sais, autrement dit, mon dead name à l'époque, c'était Patrick, que mes parents m'avaient assigné à ma naissance. Puis, c'était Pat, fais la vaisselle, Pat, change la litière des minous, Pat, fais la mop, passe le balai, ramasse la maison. C'était moi qui est devenu, à un moment donné, l'esclave de la maison. Ma mère, elle faisait juste le souper. Quand que le souper était fait, là, le souper était terminé, c'est ramasse tout. C'était moi qui étais rendu le bouc émissaire à la maison. Ça restait comme ça jusqu'à temps que j'ai 19 ans, comme ça, parce que je restais à la maison jusqu'à 19 ans, parce que moi, je demeurais en Ontario à l'époque. Même si je viens au monde au Québec, que j'ai grandi au Québec une grande partie jusqu'à l'âge de 7 ans, mon père, il travaillait en Ontario, donc c'était loin pour lui de voyager. Il a acheté en Ontario une maison, donc on est déménagé en Ontario, plus près de son emploi. Fait que là, à un moment donné, je suis arrivé en Ontario, ça a été... là, ça a dégringolé. Ma vie, à partir de d'où ce que j'avais des amis au Québec, dans une école primaire, j'avais des amis, si ma vie allait bien, j'allais à l'école Brownsburg, j'avais une belle vie, tout allait super bien. Je suis parti de là, j'ai chuté. Ma vie, elle a chuté, c'est devenu un enfer. Ma vie est devenue un enfer total. Ça, on va reculer un peu dans mon passé plus jeune. Là, je parlais de mon un peu, ma préadolescence puis adolescence, quand que ma mère me faisait tout faire à la maison, mais là, on va reculer un peu quand à mon arrivée en Ontario. Quand je suis déménagé en Ontario, en 87, si je me souviens bien, en 1987, je crois, j'avais pas loin de 7 ans. 7 ans et demi. Je me souviens plus trop. On a déménagé le 30 mai, si je me souviens bien. Moi, fin mai ou début juin, je me souviens plus trop quand on a déménagé. On est arrivé là, donc, vers la fin de l'année scolaire, pas proche de la fin de l'année scolaire. Donc, quand je suis en Ontario, on finit l'école un peu plus tard. Donc, je suis arrivé nouveau venu à l'école. Mais ça a été, oh my God, ça a été la première semaine d'arrivée. Ça a été de l'intimidation totale. Ah, le petit Québécois qui vient d'arriver en Ontario, blablabla. Bla, bla. J'ai commencé à me faire battre et intimider. Ma vie a commencé. Ma première semaine d'arrivée à l'école, ma première semaine, ça a été mon arrivée d'enfer. Ça a été là qui était mon enfer. J'ai subi de l'intimidation totale. Puis, en fait, à l'école, les jeunes me traitaient de Patricia, parce que c'était mon dead name, Patrick. Il y avait en partie raison.
Tu sais, les jeunes, il y avait quand même en partie raison, parce que, tu sais, je me suis toujours senti comme une fille. Mais ça m'a tellement endurci que euh, je suis devenu genre, oh, fuck. Excusez, ma conjointe vient de m'envoyer une photo sur Facebook. C'est pas le genre de lit que je voudrais avoir, des couvertures de lit. Moi, je suis arachnophobe. Puis elle vient de m'envoyer une photo. T'aimerais-tu savoir des couvertures comme ça? Non, des araignées. C'est moi qui n'aime pas les araignées. Bon, on peut revenir à ma vie un peu, pardon. Tu sais, en fait, euh, comment je peux dire ça? Donc, en fait, ça a été l'enfer toute mon année scolaire. Du primaire jusqu'au secondaire, j'ai vécu une vie d'enfer. Ça a été de l'intimidation, j'ai été battu, j'ai été maltraité. Quand on dit battu, j'ai eu des côtes fêlées, j'ai eu des yeux au beurre noir. Il n'y a rien que j'ai pas eu, là. Je me suis fait traiter de gay, tapette, tout ce qu'on voudra, puis les pires insultes qu'il n'y a pas. Mais pourtant, j'aime les femmes. Tu sais, ma conjointe, ça fait 20 ans que je suis avec. On est fiancés. Ma conjointe, c'est une femme cisgenre. Puis quand je l'ai rencontrée, on a eu un enfant ensemble. Puis j'étais encore parfaitement heureuse avec. Elle a accepté mon coming out quand j'ai fait mon coming out en 2021 en tant que femme trans. Elle a accepté mon coming out, puis on est encore ensemble. Puis on va être lesbienne. Tu sais, les hommes ne m'attirent pas pantoute du tout. Donc, ça n'a jamais été un intérêt pour moi, les hommes. Fait que dans le fond, quand je dis que les jeunes à l'époque, ils avaient en partie raison, ils avaient en partie raison parce qu'il y avait une Patricia, mais elle s'appelait Mélanie. Il y avait une fille en dedans de moi, oui, mais j'avais pas une attirance envers les hommes, tout simplement. Sauf que, tu sais, j'ai subi beaucoup d'intimidation, ça m'a endurci. Tellement endurci que j'en suis devenu personne méchante. Moi-même, personnellement, je suis devenu une personne méchante. Moi-même, que je suis devenu, quand je dis personne méchante, je suis devenu. Mes relations, c'était toxique. Je faisais mes blondes. Quand j'ai commencé à avoir mes premières blondes, à partir de 19 ans, j'ai rencontré une fille qui restait à Sorel. J'ai rencontré. Elle venait rester avec nous. Ça a été un peu toxique avec elle. J'étais pas. Elle était pas heureuse. Non, ça allait bien avec elle, pardon. Ça allait quand même plus ou moins bien. Après ça, j'ai eu après ça une autre de mes conjointes, une autre de mes blondes que j'aimais depuis que j'étais au primaire. J'étais amoureux d'elle, que j'aimais depuis le primaire. J'ai été quelque temps, mais c'était un branle-bas de combat. Un branle-bas de combat avec elle parce que c'était toujours on se quitte, on se laisse, on se quitte, on se laisse, on se quitte, on se quitte, on revient, pardon. On se quitte, on revient, on quitte, on revient, on quitte, on revient. C'était toujours du up and down comme ça. On était instable. On était jeunes aussi, là, vraiment. Il y a ça qui aidait pas non plus. Mais j'étais pas non plus la meilleure des personnes qu'il y a plus. Là, c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes de troubles de violence conjugale aussi, à être agressif, des choses comme ça. Et pourtant, j'ai pas été élevé comme ça, là. Mes parents, là, mon père et ma mère, c'était les meilleures personnes qui. Tu sais, il n'y avait pas de violence conjugale, là, mis à part que ma mère, elle me faisait faire l'esclave dans la maison, mis à part de ça, là. Tu sais, puis mon père, lui, tu sais, moi, mon père, c'était le conjoint de ma mère, mais c'était mon père pour moi. Lui, il était toujours. Tu sais, c'était un homme qui avait la main sur le cœur. C'était un ange, cet homme-là, là, tu sais. J'ai pas été élevé là-dedans, dans un environnement comme ça, là, tu sais. J'ai pas connu ça, là. Mais c'est moi qui avais un problème. Parce que j'avais un fond intérieur. Je l'ai démontré que j'étais un mâle. Je l'ai démontré que la testostérone. Je l'ai démontré que j'étais pas bien dans. Tu sais, je l'ai démontré autre chose. Je l'ai démontré une vie que j'étais pas. Je l'ai démontré. Tu sais, j'étais un imposteur. Je l'ai démontré. Non, 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 non. J'aimais pas. Tu sais, à force de me faire un au secondaire, j'en ai mangé des coups, j'en ai mangé des volets. Je me suis même fait frapper la tête dans le mur de béton, dans le mur de ciment, là, en arrière, là, de l'école. Je me suis fait frapper la tête, là. Tu sais, puis je me faisais traiter de tout ce qu'on voudra. Ça m'a tellement endurci que j'en suis venu que je détestais la communauté LGBT. À l'époque, il n'y avait pas le Q, là, dans les années 60, des années 60, pardon, des années 90. Il n'y avait pas le Q à l'époque, c'était juste LGBT. Fait que j'en étais venu que j'aimais pas. Je détestais la communauté LGBT, là.
Puis quand j'ai commencé à travailler dans une usine, la même usine que mon père, il y avait des lesbiennes, je crois qu'il y avait des gays aussi, mais ça, je me souviens pas. À l'époque, j'en suis venu que, tu sais, c'était comme, je leur parlais, j'étais ami avec, tu sais, je leur parlais, je les respectais, mais c'était comme, faites votre vie, puis achalez-moi pas, tu sais. Je les respectais, mais c'était tout simple, tout aussi simple que ça, tu sais. C'est que c'était comme, j'aimais pas la communauté LGBT, j'haïssais la communauté LGBT. C'était tenez-vous loin de moi, vous êtes pas normal. Mais on déteste ce qu'on est. Puis j'ai fini par me détester moi-même. Je me détestais tellement, là. Je voulais montrer que j'étais un mâle. J'étais le mâle alpha. Je l'ai démontré que j'étais un mâle, que j'étais ça. Après, au fil des années, après ça, ben, quand ça marchait plus avec mon ex, mon ex a eu un enfant. Moi, je suis parti bien avant qu'elle ait notre fille. Là, après ça, moi, je suis reparti au Québec, pardon. Je suis reparti rester au Québec. Là, j'ai retrouvé mon vrai père dans ces années, dans ces moments-là. Je suis parti rester là, je suis parti rester avec lui un certain temps. Et boy, la pire affaire que j'ai faite parce que mon père il était alcoolique, toxicomane. Mais j'ai voulu retrouver mon père. Apprendre à connaître mon vrai père, apprendre à connaître qui qu'il était. Ça a été, je peux dire que ça a été une bonne puis une mauvaise expérience. Parce que j'ai été resté avec lui un certain temps, mais là j'ai découvert un environnement toxique. Malheureusement que ça n'a pas aidé non plus parce que quand j'ai tombé dans cet environnement-là, j'ai resté avec mon vrai père. Là, j'ai tombé dans la vingtaine. Là, j'ai commencé à aller travailler avec lui dans un restaurant, mais quand il revenait à la maison, lui, il buvait. Moi, je buvais pas, puis tout ça. Mais j'ai commencé, je fumais déjà un petit peu de pot de temps en temps avec des amis, que quand j'étais au secondaire, j'en ai fumé un peu de pot aussi, mais pas plus qu'il faut, tu sais. Mais là, j'ai commencé à fumer un petit peu plus de pot avec mon père, puis c'était comme quand il passait le joint avec son ami, il fumait un joint avec son ami, puis des fois, il passait le joint. Ah, ouais, ouais, donc, on t'en prenait une puff, tu sais, ah, là, là, là. Tu sais, c'est comme, moi aussi, tu sais, let's go. Mais j'ai commencé à voir l'agressivité. Quand mon père, il était pas sur l'effet de l'alcool, il se levait le matin, là, il était pas sur l'effet de l'alcool, jusqu'à temps qu'on parte travailler, on travaillait, il était à jeun. C'était un homme qui pouvait donner sa chemise, c'était un homme, wow! J'ai jamais. C'était quelque chose, cet homme-là. Mais quand il finissait de travailler, là, il y avait deux grosses bouteilles là, de la 10.5 qui l'attendaient à la maison. Ah, oh, c'était malade. C'était l'enfer. Là, il sortait sa 10.5, son pote, puis sa coke, là, puis let's go, puis il partait, là. C'était comme. Non. Là, c'était plus la même personne. C'était un monstre. Le monstre, là. Là, c'était. Pour lui, là, c'était. Non, c'était un monstre, là. Tu sais, c'était. Non, il n'y avait plus rien à faire, là. C'était négatif au bout. La toxicité qui rentrait là-dedans, là. Puis j'ai vécu là-dedans. J'ai commencé à devenir de plus en plus agressif, de plus en plus mauvaise, ben mauvais à l'époque, mais de plus en plus agressif, de plus en plus mauvais. J'ai commencé à devenir la pire des personnes qu'il n'y a pas. Là, après ça, j'ai rencontré une autre fille. Ça n'a pas fait longtemps. Ça a été. Je suis reparti en appartement avec elle. Ça a planté aussi vite. Je suis parti rester à Montréal. J'ai rencontré une fille de 35 ans. Je suis parti de là parce que j'ai pas toffé 3 mois. Une de ses filles était trop dangereuse, donc j'ai décidé de me sauver de là. J'ai fait, oh, ben là, on s'en va. Sa fille était dangereuse, c'est un moyen temps, là, tu sais. Fait que moi, j'ai dit, moi, je me sauve de là. Moi, une femme de 35 ans, puis sa fille, elle avait 17 ans, 16 ans, 15-16 ans. Mais sa fille était dangereuse, fait que moi, je m'en vais de là. Moi, je me pousse avant qu'il y ait du danger. Là, j'ai rencontré une autre fille, Marie-Hélène. Fait que j'ai parti, je suis allé rester avec elle. Je pense que j'ai été 6 mois avec Marie-Hélène. On est parti, on est allé rester à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'en ai fait de la route là. Je suis parti à Saint-Jean-sur-Richelieu, je suis resté là. Quand je suis resté à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, je vous compte ça rapide, un peu ma vie, là, parce qu'il y a eu d'autres. J'ai vécu à d'autres endroits à certains moments donnés avant mon père, puis j'ai été resté à Saint-Bernardin en Ontario, que j'ai suivi un cours de maître chien pendant un certain temps.
ainsi de suite, mais je vous compte un peu ça rapide, là. Mais quand je suis retourné là, après ça, je suis parti à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai resté un bout de temps avec Marie-Hélène. Puis, à un moment donné, ma mère, quand elle est partie, quand mes parents ont vendu la maison, ils sont partis, ils ont vendu la maison, ils ont loué un appartement. Parce que là, ils étaient rendus tout seuls, ils ne pouvaient plus gérer la maison, ainsi de suite. Fait qu'ils ont décidé de vendre la maison, ils sont partis. Fait que là, dans le fond, nous, mes parents, à un moment donné, ils voulaient mes parents s'ennuyaient, ils voulaient me voir, ainsi de suite. Donc, Marie-Hélène, ça ne tentait pas de venir. Moi, j'avais pas de voiture. Donc, mes parents, ils ont dit, ça te tente-tu de venir passer une semaine ou deux à la maison? Ben, j'ai dit à ma mère, ben oui, regarde, je vais y aller, là, tu sais, ça me dérange pas. J'attends-tu de venir, toi, Marie-Hélène? Elle dit, non, ça me tente pas. Fait que, tu sais, OK, ben, moi, je vais y aller, je vais aller passer du temps avec mes parents. Fait que j'ai fait, elle dit, ben, vas-y, regarde, ça me dérange pas. Fait que je suis allé passer du temps avec mes parents. Puis j'étais passé, je pense, c'est 2 semaines chez mes parents ici à Hawkesbury. Ben, pas ici à Hawkesbury, mais à Hawkesbury, parce que là, moi, je demeure maintenant dans le coin de Gatineau. Puis là, à un moment donné, quand je suis revenu à la maison, ma blonde n'était pas à la maison. Mais par hasard, j'ai trouvé des informations un peu louches, comme quoi qu'elle était partie chez quelqu'un, puis tout ci, tout ça. J'ai commencé à faire ma petite enquête, puis j'ai découvert qu'elle me trompait pendant les 2 semaines que j'étais pas là. Elle m'a trompé, t'es pas fidèle, c'était. Fait que là, ben, ça a été. Là, j'ai continué à rester avec elle pendant. Je pense je pense une semaine et demie, gros max. Mais là, à un moment donné, j'ai rencontré une fille sur un vieux chat à l'époque qui s'appelait MIRC. Ben là, c'est comme. Là, à un moment donné, j'avais besoin de parler. Ben, moi, j'étais tellement en crise après mon ex qu'à un moment donné, j'étais sur le canal de Montréal. Il y avait des centaines de personnes. Là. Il y avait du monde pas à peu près. Je me vidais le casque contre ma blonde, Marie-Hélène, à l'époque, mon ex. Je me vidais le casque, je disais, ma calice de blonde, blablabla, m'a trompé. Puis c'est vrai qu'elle m'avait trompé. Elle m'a trompé, parti ailleurs pendant que j'étais parti dans ma famille, puis blablabla. Elle m'a joué dans le dos. Ça a été vraiment la pire connerie qu'elle peut pas m'avoir faite. Là, cette fille-là, elle s'en vient me rencontrer. Elle me dit, si tu as envie de parler, tu as envie de te confier, ça me dérange pas de t'écouter, sinon mange la marde. Grosso modo, c'est exactement ça qu'elle m'a envoyé, tu sais. Fait que j'ai fait, hey, boboy, méchante invitation pour parler. Commence à jaser avec, blablater, grosso modo, comme ça. Fait que jase avec, fait que ça restait comme ça. À un moment donné, ben, elle m'invite au bar, on est allé au bar ensemble. Moi, je suis parti de Saint-Jean-sur-Richelieu en autobus, je suis monté à Montréal. J'étais allé la rencontrer à son travail, on est allé au bar, je suis jamais reparti. Puis ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Sauf que les premières années, le problème, c'est que j'ai fait vivre l'enfer. Le côté mâle, il est encore là. Tu sais, ce que je cachais dans mon placard, ne voulait pas sortir. J'ai toujours resté le mâle. J'ai toujours resté le mâle. Le style mâle. Qui voulait pas sortir. La fille, elle voulait pas sortir. La fille, elle restait enfermée. La fille restait dans le fond de son baril. La fille ne voulait pas. Fait que je disais, non, il n'est pas question que tu sortes, toi. Tu vas rester un mâle. C'est pas question que tu sortes. Tu vas rester à l'abri de tout le monde. Tu te feras pas niaiser. Puis j'ai fait vivre 4 ans, 3 ans, je pense, ou 4 ans d'enfer à cette fille-là. Non, moins que ça. Ouais, non, peut-être 3 ans. J'ai fait vivre 3 ans d'enfer à cette fille-là. La violence conjugale psychologique, là, je peux vous dire que ça détruit une personne. J'ai fait vivre la violence conjugale psychologique à cette fille-là. Ça a été. J'ai jamais frappé, par exemple. Mais, tu sais, les blessures restent. Blessures physiques, ça disparaît. Mais les blessures psychologiques peuvent rester des fois. Ou plus souvent. Puis, j'ai fait vivre l'enfer psychologique pendant les premières années que j'étais avec elle. Elle savait pas dans quoi qu'elle s'embarquait avec moi. Sauf qu'à un moment donné, elle m'a quitté. Quand on a eu la petite, notre fille, elle m'a quitté. Elle est partie. Puis quand elle est, à un moment donné, je l'aimais, mais je l'aimais mal. Quand elle est partie, je l'ai rappelée. Je voulais qu'elle revienne. Fait que là, elle me dit, si tu veux que je revienne, tu vas te prendre en main. Tu vas suivre une thérapie. Tu sais? Mais moi, j'ai fait dans ma tête à moi, j'ai fait, ben, c'est pas moi le problème, c'est elle, là, tu sais. Moi, tout va bien, moi, dans ma tête à moi, là. Tu sais?
Fait que j'ai fait, ah ouais, ouais, regarde, je vais y aller pour te faire plaisir, là. Je vais y aller. Fait que j'ai commencé une thérapie avec un groupe pour les hommes violents ici en Outaouais qui s'appelle Donne-toi une chance. Ouais. Quand je suis arrivé là, l'effet miroir m'a rattrapé. Mais il y a certains détails qui ne m'ont pas rattrapé parce que, tu sais, il y avait certaines choses que je cachais en dedans de moi encore, là. Quand j'ai eu fini ma thérapie avec les hommes violents, Donne-toi une chance, j'ai commencé une thérapie avec le CLSC parce que j'ai dit non, 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 non. C'est pas assez, là, faut que je continue, là. Hey, wow, ils m'ont dit, ah ben, t'as fini ta thérapie, tout va bien, tout ci, tout ça. Quoi? Non. Je suis parti en thérapie. J'ai fait une thérapie avec une travailleuse sociale pendant 1 an parce que le psychologue n'était pas disponible. J'ai fait 1 an de thérapie avec une travailleuse sociale, mais j'ai jamais été capable de dévoiler que j'étais une femme trans, que j'avais un côté féminin, que j'étais féminine, que j'étais trans. J'ai jamais été capable de dévoiler mon côté intérieur, mon côté caché. Mais quand j'ai eu fini ma thérapie, elle m'a dit une chose qui m'a frappé. Elle m'a dit que tu me disais pas tout. Tu m'as pas tout dit. Elle dit, j'espère que tu vas tout dire à ta psychologue. Parce que là, la psychologue, elle a eu une place qui s'est libérée. Puis quand j'ai commencé à suivre une psychologue pendant 3 ans, j'ai vu une psychologue pendant 3 ans pour avancer plus vite encore dans ma thérapie. Parce que même si je savais que je m'en étais sorti de mon côté de violence conjugale, que j'étais rendu bien dans ma peau, que j'étais pas bien dans ma peau. J'étais pas encore à 100% dans ma peau. J'étais pas encore heureuse. J'étais pas encore ce que j'étais. Donc, j'en ai parlé pendant un certain. J'ai parlé à la psychologue de toute ma vie. J'ai parlé de mes bobos, j'ai parlé de mes problèmes, j'ai parlé de mon côté violent, j'ai parlé. On a guéri bien des choses. On a travaillé bien des choses. J'ai jamais été violent ou violente avec ma conjointe. Jamais. Ma conjointe, à cette heure-là, elle est sur un nuage. Jamais été. Parce qu'on a mis le bobo sur on a mis le petit point sur bien des choses. Mais on n'avait pas encore mis le plus gros point sur le. Fait que quand j'ai eu fini, on pensait que tout était terminé. Fait que quand j'ai eu terminé avec la TS, pas la TS, pardon, la psychologue, quand j'ai eu terminé après avec la psychologue, elle tout m'a dit la même chose, qu'il manque des bribes, que j'ai pas tout dit. Fait que j'avais pas tout dit. Fait que là, j'ai été quelques années que j'avais pas de thérapie, mais je continuais à travailler sur moi, je continuais à avancer, je continuais à travailler sur moi. Mais je savais qu'en dedans, il y avait de quoi. Je savais qu'en dedans, il y avait quelque chose qui allait pas. Je le savais. J'avais du mal en dedans. Je souffrais encore. Même si ma conjointe, elle vivait sur un nuage, qu'on était rendu heureux, puis heureuse, elle était heureuse, moi j'étais heureux parce que j'étais encore dans mon corps de gars. Mais j'étais pas heureux, moi, personnellement. Elle était heureuse. Notre couple allait bien, on faisait des activités, notre couple allait bien, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Ouais, c'était, elle était, oh my God, c'était le jour et la nuit, là, comparé de ce que j'étais avant, là. Elle disait, genre, je te reconnais pas, t'as changé, t'es plus la même personne. Elle dit, j'ai l'impression de sortir avec une nouvelle personne. Ben, c'est ce que j'étais mon but. Parce qu'une personne violente peut changer si elle se prend en main. Puis c'est un travail continu à vie, là, tu sais. Il faut que tu travailles sur toi, c'est tout. Mais après ça, sauf que le travail sur toi, il part par autre chose aussi. Il y a toujours un fond qui vient nous chercher pour savoir pourquoi qu'on l'est. Il s'agit de le découvrir. Fait que là, à un moment donné, en 2020, juste un petit peu avant la pandémie, en 2019, pardon, j'ai dit, je pense m'aller faire une autre thérapie. J'avais besoin d'aller faire une autre thérapie. Moi, je pensais que je sentais le besoin. Fait que j'ai demandé à voir, j'étais allé au CLSC, faire une demande, tout ci, tout ça. Non, pas pardon, j'étais allé voir mon médecin. Mon médecin il a fait une référence, mon ancien médecin, parce que là, j'ai un nouveau. J'étais allé voir mon ancien médecin, puis mon médecin il a fait une référence pour un psychiatre. On n'est pas au mec là, je pense que j'étais prête à m'ouvrir à cette époque. Mais non, j'ai eu un blocage à cette époque, puis en fait de compte, le médecin, quand il est arrivé dans le bureau, il a regardé mon dossier, il a regardé, puis il a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu n'as pas besoin d'ici, tu réponds déjà à toutes tes questions. Tu n'as pas besoin de thérapie, t'as pas besoin de thérapie, là, tu réponds déjà à tes questions. J'ai pas vraiment apprécié ce psy-là.
Parce que je répondais pas à toutes mes questions, parce que je me questionnais encore moi-même. Je cherchais mon identité. Je sais pas, je la cherchais, je cherchais à la libérer plutôt. Je cherchais à libérer la femme trans qui est en dedans. Je cherchais à libérer la femme. À libérer qui j'étais. Je cherchais à libérer Mélanie. Tu sais, je me cherchais à me libérer, là. Tu sais, sauf que lui, il m'a comme rabroué d'une certaine façon. J'ai vraiment pas apprécié. Fait que pendant la pandémie, je me suis comme, hey, j'ai travaillé fort pendant la pandémie, là. J'ai travaillé à être qui j'étais. J'ai travaillé sur qui j'étais. J'ai travaillé. Puis c'est en 2021 que j'ai décidé d'appeler un organisme qui s'appelle Trans-Outaouais. J'ai appelé là. Je les ai appelés pour leur parler. J'ai tombé sur un intervenant de Trans-Outaouais. Puis que là, j'ai commencé à lui expliquer ma situation, puis tout ça, puis que je me sentais pas bien, que je me sentais femme. Je lui ai expliqué ma situation, puis je savais pas comment faire mon coming out auprès de mes amis, puis ma famille, puis ma conjointe surtout. Mais qui, là, il m'a guidé, à un moment donné, dans la soirée, on s'est parlé, moi puis lui. Puis il m'a guidé beaucoup, il m'a aidé à mon coming out. Puis en septembre 2021, fin septembre, j'ai fait mon coming out officiellement. Mais j'ai eu quand même une vie de gars très... je peux dire que j'ai eu une vie en tant qu'homme assez mouvementée. Parce que j'ai... ma vie d'homme a été l'une des pires choses. Autant que j'ai eu des bons moments en tant qu'homme, parce que quand j'étais un homme, j'ai aussi eu des relations sexuelles. J'ai eu des enfants. Je n'ai eu deux. J'ai eu aussi une de mes ex qui est tombée enceinte. Elle s'est fait avorter. Donc, tu sais, j'ai eu des relations sexuelles. Euh, on n'en peut finir. J'ai été même un couple ouvert avec ma conjointe. Mais à chaque fois que j'avais des relations sexuelles avec une femme, j'étais pas bien. Ben, je sais pas que j'étais pas bien. J'aimais ça quand même, tu sais. Mais moi, je voulais ressentir ce que la femme ressentait. Je voulais être dans sa peau. Moi, je voulais, puis j'ai jamais été capable de faire l'amour dans le noir. Moi, je voulais absolument le faire dans la clarté. Avoir une relation sexuelle dans la clarté. Il fallait que ça soit toujours à la lumière. Parce que je voulais voir le corps de la femme. Je voulais le voir visuellement. C'est bien beau ressentir le corps de la femme, ainsi de suite. Mais moi, je voulais le voir visuellement aussi. Donc, excusez, des fois, si je me gratte le nez, parce que je viens de me faire mon anneau dans le nez, puis je viens de le faire piercer. Faire un piercing. Fait qu'il pique de temps en temps. Fait que, c'est pas évident. Donc, tu sais, je voulais ressentir, savoir ce que la femme ressent. J'étais jalouse. J'étais jalouse de ce que la femme vivait. Il y avait une jalousie qui était là. Parce que moi, je n'avais pas ce qu'elle avait. J'avais pas. La femme avait une poitrine, moi j'en avais pas. Maintenant, j'ai le nez parce que j'ai une augmentation mammaire que j'ai subie au GRS à Montréal. Donc, ça me pique, pardon. Excusez. Va falloir que je mette du polysporin. Donc, tu sais, j'enviais la femme. Parce que moi, j'ai toujours envié la femme. Fait que ça a été des moments difficiles. Euh, Puis, je vais l'avouer, je vais être honnête, là. Tu sais, je m'en cache pas. J'ai été une personne très, mais très, très active à regarder de la porno. Je regardais énormément de porno, mais j'ai regardé extrêmement beaucoup plus de pornographie lesbienne. Je regardais beaucoup plus de pornographie lesbienne. J'avoue, je regardais plus ça parce que c'était de voir les corps des femmes. C'était ça que je voulais voir. La femme. C'était ça qui m'attirait le plus. C'était ça qui m'attirait. À cette heure, depuis ma transition, depuis le début de ma transition, j'ai jamais regardé un film porno. Jamais. Parce que maintenant, je sais c'est quoi. Ou presque. Tu sais, je vis ma vie en tant que femme. Je suis heureuse. Je suis, enfin, Mélanie. Je suis dans ma peau. Je suis heureuse.
Mais avant, je ne savais pas ce que c'était. Je savais pas c'était c'est quoi se maquiller. Je savais pas c'était c'est quoi avoir des seins. J'attends des nouvelles du GRS pour la vaginoplastie. Tu sais, mais depuis que je suis sur hormones, que je vis mon hormonothérapie, mon HRT, comme qu'on dit en anglais, que j'ai mes bloqueurs, que ma testostérone est à 0,09, que mon estrogène elle monte pour devenir plus féminine, pour devenir tout ça. Je vis ma vie de femme maintenant. Je la vis à fond. Mais avant, là, j'enviais les femmes. Je voulais être dans leur corps, je voulais être dans leur peau. Je vivais une dysphorie continue. Je vivais un mal-être de vivre. J'ai vécu, je me levais le matin, là, je vais le dire comme ça, je me levais le matin, là, avec des idées noires. Des idées que je voulais en finir. C'était ça ma vie constamment. Constamment, je voulais en finir. Je me levais le matin, là, puis je marchais de reculons, quasiment. Je me forçais pour vivre. Je vivais pas ma vie, j'existais. J'existais tout simplement, je ne vivais pas. Maintenant, je me sens revivre en tant que femme. Je suis heureuse. Je suis complètement heureuse. Il me reste quelques étapes à franchir. Il me reste il faut que je suive. Faut que j'aille voir un orthophoniste pour suivre cours de féminisation de la voix. Là, il me reste ma vaginoplastie. Il me reste. Je suis en train de. Mon laser, ça s'en vient là aussi. Là, je suis en train de faire le laser. Ma peau super lisse et super douce. Ça s'en vient. Je suis en train de suivre les étapes. Tu sais, je suis heureuse. Mais ce que j'étais pas avant. Avant, là, j'étais. Oh my God. Si vous m'auriez connu à l'époque, là, Chris, moi, vous le dire, si vous m'auriez connu comme j'étais avant, là, j'étais la pire des personnes. La pire des. J'étais. Le monde ne voulait pas me parler. Le monde me détestait. Même, il y a bien des personnes qui. Ma conjointe, elle disait à bien des personnes, prenez le temps de le connaître. Prenez le temps de la connaître à l'époque ou de le connaître, whatever. Prenez le temps de connaître la personne. Vous allez voir, il y a un bon fond. Tu sais, il y a quand même un bon fond intérieur. Ça, même mes cousines disaient à d'autres personnes, tu sais, oui, il y a des défauts, oui, il est chiasse, oui, il est chiant, il peut être baveux par bout, il peut être, oh my God, il peut être pas endurable, il peut être ci, peut être ça, mais il y a quand même un bon fond. Je l'avais, ce bon fond-là, mais il était très profond. Mais c'est pas plutôt très profonde. Elle était très profonde. Oui, Mélanie était très profonde. Elle a souffert, Mélanie, énormément dedans. Elle a été énormément blessée. De un, elle s'est fait laver le cerveau, qu'on pourrait dire lâchement de sang, parce qu'elle n'avait pas le droit d'être heureuse, elle n'avait pas le droit de jouer avec des affaires de filles. Elle a subi de l'intimidation qui l'a endurcie à devenir une personne. Elle a été tellement battue, tellement intimidée, tellement rendue agressive, tellement rendue méchante quand elle était jeune, au fil des années, qu'elle est devenue méchante elle-même. Mélanie, qu'elle est devenue. En fait, c'est Pat qui est devenue. Pat, là, il était une autre personne. Il était. C'était un monstre. C'était une personne qu'on n'aurait jamais voulu côtoyer. Mais quand. Oh non. Je peux dire que c'était une personne que que les gens détestaient. Tout ce qu'il a vécu dans sa vie d'adolescence, dans sa vie, ça l'a rendu tellement méchant que le monde ne voulait pas le côtoyer. Mais ça l'a rendu tellement arrogant, ça l'a rendu baveux, ça l'a rendu... Euh, J'en passe. Ça l'a rendu les pires affaires qu'on peut pas donner comme qualité, défaut. Mais maintenant, non. Maintenant, depuis que Pat il existe plus, là, que Pat il a dit qu'il s'en va, qu'il n'existe plus, qu'il a décidé de se faire enterrer, que Mélanie existe, depuis que Mélanie a décidé d'exister,
Maintenant, c'est Mélanie qui existe. Maintenant, c'est Mélanie qui sort. Mélanie est vraie. Mélanie, elle sort sa véritable identité. Puis je suis Mélanie. Mais pour ceux qui vivent des situations similaires, là, puis qui ont besoin de se libérer, attendez pas. Attendez pas de devenir à ce que vous devenez des personnes violentes. Attendez pas de devenir des mauvaises personnes. Parce que vous allez vivre malheureux ou malheureuse toute votre vie. Attendez pas d'avoir 42 ans pour faire votre coming out. Attendez pas. Faites-le avant. Libérez-vous, soyez heureuse. Faites-le. Je sais que ma vidéo peut être longue. Je sais qu'elle dure 40 minutes, ma vidéo. Mais je vous parlais de ma vie, je vous parlais de mon identité en tant que gars. Mais je vous le dis, faites-le. Attendez pas. Libérez-vous. Ciao tout le monde.